Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Top 10 d'El Programmator, édition 2026. Cette année, j'ai décidé d'aller droit au but. On commence donc immédiatement avec deux séries qui sont sorties en 2024 et que je n'ai pas eu le temps d'intégrer à un de mes tops. Je vais donc vous en parler maintenant. La première, vous en avez probablement entendu parler puisqu'il s'agit de Mon Petit Renne, sorti sur Netflix. C'est une comédie dramatique autobiographique, très sombre mais étonnamment drôle. On y suit un jeune humoriste harcelé par une fan, le sujet est lourd, glaçant, mais l'écriture est d'une finesse redoutable. La série creuse profondément la psyché humaine sans jamais tomber dans le sensationnel. Les acteurs portent des rôles complexes avec une justesse impressionnante, une vraie claque méritée. Deuxième surprise beaucoup plus discrète, Le Garçon et l'Univers, une série australienne toujours sur Netflix. On y suit un enfant issu d'une famille pauvre, lié malgré elle à la criminalité. Le regard est celui de l'enfance, ce qui donne à la série une énergie solaire malgré des thèmes très durs. L'écriture est inventive, parfois teintée de fantastique via l'imaginaire des enfants. La série suit le personnage de l'enfance à l'âge adulte, ce qui crée une petite rupture émotionnelle en fin de parcours, mais l'ensemble reste profondément touchant, une très belle histoire, originale et marquante. 2025 a été une année incroyablement riche en séries, faire ce top 10 a été très compliqué. Comme toujours, ce sont des choix personnels, assumés, et j'espère qu'ils vous feront découvrir de nouvelles choses. On commence avec la 10e position. Il s'agit de Nero sur Netflix. C'est une série française entre cap et l'épée, heroic fantasy et western. Pio Marmaille est exceptionnel dans le rôle principal et l'histoire développe de beaux personnages féminins. Le scénario n'est pas révolutionnaire, mais les personnages sont attachants, l'univers est solide et le rythme maîtrisé. Le budget est clairement optimisé avec intelligence, une énorme surprise pour une production française. La série est inspirée de Gagner la guerre, le livre de Jean-Philippe Jaworski. Il y a un vrai potentiel pour une grande saga sur le long terme, j'attends vraiment une saison 2 avec impatience en espérant qu'ils arriveront à développer ce qu'ils ont déjà créé pour le moment. En 9e position, on va retrouver Axe, toujours sur Netflix, même si ce n'était pas produit par Netflix. C'est une série que j'ai découvert cette année. Là, je vous parle de la saison 4, qui est sortie en 2025, mais j'ai vraiment regardé les 4 saisons d'affilée durant l'année. Je les ai enchaînées et je me suis régalé. C'est une série comique flirtant avec le dramatique et qui raconte la collaboration forcée entre une jeune humoriste new-yorkaise complètement cancel et une humoriste star vieillissante coincée à Las Vegas. Sur le papier, rien d'exceptionnel. À l'écran, c'est brillant. Les personnages sont parfaitement écrits, l'alchimie est incroyable et fait vraiment des étincelles. Chaque saison renouvelle sans trahir l'esprit de la série, jamais misérabiliste, toujours intelligente, la série est d'une créativité rare et évite tous les poncifs narratifs. La saison 4 confirme la maîtrise totale du show et nous offre une fois de plus une comédie fraîche et d'actualité. En 8e position, on va retrouver Dexter Resurrection saison 2, sortie sur Paramount+, qu'on pouvait voir aussi sur Canal+. Encore une surexploitation de licence, j'étais très méfiant, d'autant que la saison précédente ne m'avait pas vraiment convaincu, et pourtant. Cette saison est peut-être l'une des meilleures de toute la saga de Dexter. Ça force un concept simple, un club de tueurs en série. Les tueurs sont joués par une belle brochette de guests, dont Neil Patrick Harris, inoubliable Barney de How I Met Your Mother, dans un contre-emploi très réussi, et surtout Peter Dinklage, inoubliable Tyrion de Game of Thrones, dans un rôle d'une jouissive complexité, qui apporte une densité incroyable à cette histoire. La série a clairement franchi un cap en termes d'écriture, de rythme et de mise en scène, une énorme surprise même pour les sceptiques. Il y aura une autre saison, puisque ça se termine sur un cliffhanger si je puis dire, en tout cas sur une fin très ouverte. Je pense pas qu'ils arriveront à garder ce niveau de qualité, tant il était propre à l'écriture de cette saison, mais en tout cas, cette saison, elle est à voir à tout prix si le style tueur en série vous intéresse, c'est un banger. En 7e position, on retrouve Common Side Effect sur HBO Max qu'on pouvait voir via Amazon Prime. C'est le seul dessin animé du top et pourtant il y en avait de très bons cette année. On y suit un botaniste qui a découvert un champignon capable de guérir absolument tout, même la mort. Ils se retrouvent poursuivis par les laboratoires pharmaceutiques, bien décidés à faire disparaître cette menace pour leur business. C'est une série adulte, intelligente, tendue, drôle, avec une ambiance à mi-chemin entre Breaking Bad ou Ozark, plus une petite pointe de mysticisme qui justifie l'emploi du média dessin animé et apporte le petit plus qui rend l'ensemble unique. Le format court la rend très addictive, on en a peu parlé et c'est une erreur parce que c'est une vraie pépite et j'attends impatiemment la saison 2. En 6e position, toujours via HBO Max sur Amazon Prime, on retrouve
Welcome to Derry. C'est la nouvelle série de Andy Muschietti, à qui l'on devait déjà les 2 films Ça, adaptés de l'univers de Stephen King. Je n'avais pas été convaincu par les films, mais la série les dépasse largement. Elle développe l'univers, les thèmes et les enjeux avec une vraie ambition et un réel amour des créations de King. Le casting est riche et varié, avec une belle diversité de caractères dans les personnages. Il y a des choix narratifs très audacieux. L'aspect horrifique pâtit un peu du développement du lore, une créature identifiée étant moins effrayante qu'une créature inconnue, mais la richesse narrative compense largement ce tournant plus fantastique, épique que horrifique. Bonus, la série aborde frontalement le racisme et le contexte historique des années 60, ce qui apporte une vraie tension narrative utile à l'histoire. Engagée, marquante, la série est prévue pour avoir 2 saisons supplémentaires se déroulant dans les années 30 puis 1900, un choix audacieux et prometteur. On attaque enfin le top 5, le cœur de ce top 10, vraiment les 5 séries qu'il ne fallait absolument pas rater cette année. Et on commence par une série française, et il s'agit de la saison 2 de Bref sur Disney+. Personne ne l'attendait, et pourtant, 15 ans après la fin d'une saison 1 autoconclusive, la shortcom culte Bref revient dans un nouveau format. Un choix inquiétant, mais qui fonctionne parfaitement. L'écriture est d'une précision redoutable, l'émotion est omniprésente et les thèmes abordés sont universels. Couple, maladie, famille, solitude, une œuvre profondément humaine, drôle et bouleversante. Kian et Navo proposent à nouveau une œuvre sensible, mais aussi d'une grande créativité, une ode à l'imaginaire et à la culture geek. La saison est, là encore, autoconclusive, même s'il reste beaucoup à raconter. Rendez-vous donc dans 15 ans. Une immense réussite française. 4e position, on revient sur HBO Max, toujours sur Amazon Prime, et je vais vous parler de Task. C'est une série difficile à vendre car elle n'a pas vraiment d'arguments forts, et pourtant c'est une série impossible à lâcher. Task, c'est une série policière qui suivra une enquête sur des cambrioleurs de dealers de drogue. 3 points de vue, 3 humanités, pas de manichéisme. Tout est juste, maîtrisé et profondément émouvant. Mark Ruffalo est très juste, mais c'est surtout Tom Pelfrey, inoubliable interprète de Ben Davis dans Ozark, qui m'a captivé. Mention spéciale aussi pour le très jeune Ben Lewis Doherty, dans un rôle tout en finesse. L'écriture donne une vraie épaisseur morale à chaque camp, et c'est ce qui rend la série aussi prenante. La réalisation est également très soignée, avec quelques scènes haletantes. Une série policière intelligente, sensible et marquante. La preuve, il n'y a pas forcément besoin d'être original pour livrer une fiction de grande qualité. En numéro 3, on reste sur HBO Max, toujours sur Amazon Prime, avec The Pitt, une journée aux urgences quasi en temps réel. The Pitt, c'est l'improbable croisement entre urgence et 24 heures chrono. C'est un plaisir de retrouver Noah Wyle dans un rôle qui pourrait être la suite de celui d'Urgence. C'est intense, épuisant, bouleversant. Les personnages sont incroyablement incarnés, notamment un médecin neuroatypique rarement représenté avec autant de justesse. C'est à la fois une série d'action et un drame humain. Les histoires sont riches et les rebondissements nombreux. Une claque, et je suis curieux de voir ce que va donner la saison 2 qui sortira en début d'année. En 2e position, on passe sur la plateforme Apple avec la nouvelle série de Vince Gilligan, le papa de Breaking Bad et Better Call Saul, j'ai nommé Pluribus. Une série de science-fiction qui veut garder son pitch secret, mais que je teaserai en disant comment une romancière blasée peut décider seule du destin de l'humanité. Une œuvre lente, contemplative, exigeante, elle prend son temps pour développer ses personnages et traite un thème classique d'une manière totalement inédite. Visuellement maîtrisée, narrativement audacieuse, la série va à contre-courant de la production actuelle. Un show rare, ambitieux et profondément stimulant. J'ai hésité à le mettre en première place du top, mais Pluribus a aussi les qualités de ses défauts. Son épisode final, notamment, reste sur le même ton, et est assez prévisible. Il n'apporte pas de gros climax satisfaisants. Il se contente de teaser une suite qui sera forcément tout aussi qualitative, mais qu'il faudra attendre. C'est ce petit bémol qui fait qu'il n'est qu'en 2e place, mais Pluribus est destiné à être une grande série, et je vous invite vraiment, sauf si le rythme est rédhibitoire, à foncer sur cette série unique. On attaque le top 1, on reste sur la plateforme Apple et on va parler d'une saison 2. La saison 1 était dans mon top 1 2022, sans surprise, la saison 2 est dans mon top 1 2025, on va parler de Severance. L'attente fut longue et inquiétante, mais heureusement récompensée. La série de science-fiction à l'ambiance unique que Budget Geek a qualifiée de Kojip Punk est de retour avec toujours autant de singularité.
Créativité visuelle, profondeur thématique, personnages attachants et univers fascinant, la série continue d'explorer la déshumanisation du monde du travail avec une finesse d'écriture rare. La saison 2 complexifie les relations entre les personnages et apporte des réponses à l'univers développé tout en conservant de nombreux mystères. L'ambiance reste lourde et sombre, mais l'amour reste au centre des préoccupations avec une magnifique relation. Visuellement, c'est toujours aussi soigné avec quelques tours de force comme l'inoubliable scène de fanfare. Severance, c'est une œuvre de science-fiction majeure, déjà aussi culte que le film Brasil ou la série Le Prisonnier. J'espère juste qu'il ne faudra pas encore attendre 3 ans pour avoir la conclusion. Voilà pour ce top 10 des séries 2025, j'espère que vous aurez découvert quelques petites pépites. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager vos recommandations dans les commentaires, à liker et à faire vivre la discussion. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon actualité, je vous invite à rejoindre ma chaîne Tarotor, où j'ai fait une petite vidéo FAQ, j'en dis plus. Et sinon, je vous souhaite une très belle fin d'année et le meilleur pour celle qui arrive. Tchuss!